Bonjour, bienvenue à la prépa ISP, préparation du concours de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation, épreuve droit de la fonction publique, le corrigé de l'annale 2023. Alors cette vidéo sera organisée en deux temps. Tout d'abord une analyse du sujet, notamment des éléments de support de cours qui pouvaient être mobilisés, et enfin un plan de corrigé proposé qui sera donc un corrigé dans ses grandes parties, partie, sous-partie, avec une transition et une introduction assez largement déflorée. Alors, le sujet lui-même s'intitulait « Les conditions de travail, carrière, rémunération, mobilité, formation et droit syndical favorisent-elles l'entrée dans la fonction publique ?» Ce sujet est intéressant dans sa formulation, déjà parce qu'on notera que c'est un sujet problématisé. Ensuite, parce qu'il limite ce qu'on appelle les conditions de travail, c'est-à-dire la carrière, la rémunération, mobilité, formation et droit syndical. Il y aurait pu y avoir d'autres sujets qui auraient pu être largement évoqués, même s'ils sont assez largement, j'ai envie de dire, significatifs de ce qu'est l'attractivité de l'emploi. Et surtout, c'est un sujet tel qu'il était présenté qui peut tout à fait être considéré comme un sujet de sociologie. Alors, le point qui est important, ce n'est pas un sujet de sociologie, c'est un sujet de droit de la fonction publique. Certes, il a été problématisé de manière à vous avoir une approche de type sociologique. En d'autres termes, est-ce que le système français de la carrière de la fonction publique, l'idée de devenir fonctionnaire est ou non attractif? Alors, la sociologie n'était pas attendue. Pour ceux qui en disposeraient, il n'y avait évidemment aucune difficulté à le citer. D'ailleurs, vous verrez que ça va être l'accroche dans l'introduction, dans le plan que je vous ai proposé. À noter aussi donc une définition limitative des conditions de travail et enfin, je le souligne, l'entrée dans la fonction publique. Alors on aurait pu penser, dans une approche très restrictive, que l'entrée dans la fonction publique en fait concerne les conditions d'entrée, la carrière initiale, sauf que quand vous regardez, c'est pas seulement la rémunération initiale, c'est pas seulement la formation initiale ou le droit syndical, ce sont bien des éléments qui déterminent l'ensemble de la carrière d'un agent public en tant que fonctionnaire. Voilà ce qu'on pouvait dire déjà en premier lieu. Est-ce qu'il fallait prendre d'autres éléments sur les conditions de travail? Par exemple, l'égalité homme-femme, c'est la rémunération. La lutte contre les violences sexuelles et sexistes et discriminations. Bon, ça renvoie effectivement à des sujets qui ici n'étaient pas directement sollicités. Ce que je vous conseille dans ce type de sujet, c'est de vous limiter à l'angle qui a été proposé et suggéré par le jury. Si j'en viens maintenant aux éléments de cours pour pouvoir être mobilisés. Ce qui me semble absolument fondamental, c'est qu'on a déjà implicitement une démarche comparatiste avec le secteur privé. Je suis d'accord, ce n'était pas l'objet du sujet tel qu'il était proposé. Toutefois, dès lors que les contractuels ont toujours existé dans la fonction publique et que le contrat s'est développé, on pense à la loi sur la transformation de la fonction publique du 1er août 2019 qui prévoit des postes de contractuels pour une durée déterminée pour un certain nombre d'emplois de direction, qui prévoit aussi la question du contrat de projet sur des besoins non permanents qui ne seront pas couverts par des emplois de type fonctionnaire. On pense également au fait qu'un certain nombre de garanties pour les mêmes contractuels ont été étendues. L'interdiction d'une rémunération en dessous du SMIC, l'interdiction de licencier une femme enceinte, ville de Toulouse contre Damaragnou. Ce sont autant d'éléments qui sont repris sous la catégorie travaillisation du droit de la fonction publique qui me semblait important de voir, c'est-à-dire que l'idée, et d'ailleurs il peut aussi y avoir des contractuels de droit privé dans la fonction publique, mais l'idée d'une distinction absolue entre un contrat à durée déterminée, indéterminée, qui s'exercerait pendant l'ensemble de la carrière, avec un statut de fonctionnaire indépendant de carrière, qui est cette image associée au droit de la fonction publique et associée à juste titre, cette démarche ne devait toutefois pas vous conduire à une approche restrictive. La comparaison avec le secteur privé, qu'on peut aussi évoqué par mention de la notion de travailleur en droit européen, qui efface les frontières entre travailleurs de droit public et de droit privé, étaient des éléments qui avaient tout à fait leur place. Autre élément qui va en ce sens, c'est la négociation collective, là encore favorisée par la loi du 1er août 2019. Aujourd'hui, l'idée que les syndicats, les organisations représentatives du personnel ne sont pas seulement consultés pour une mise en œuvre finalement associés, mais n'étant pas partie décisionnaire, mais participent à égalité. On pense à un certain nombre d'éléments, comme le télétravail dans la fonction publique, qui était l'objet d'un des premiers accords, y compris d'ailleurs pour des sujets où les questions se posent dans des termes en partie comparables à ceux du secteur privé, montre finalement que l'entrée dans la fonction publique avec une idée du statut de fonctionnaire doit être largement relativisée. Alors,
Au regard de ces remarques préliminaires, déjà, l'élément qui ressort, c'est la notion de carrière. C'est le premier des 5 éléments qui a été cité dans les conditions de travail. Et la notion de carrière renvoie au système de la carrière, système qui est proche à la France, au Québec, qui l'était jusqu'à l'Italie dans les début des années 90, avant de basculer dans notre système qui est celui de l'emploi, et qu'on retrouve dans une moindre mesure dans des pays comme l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne ou le Portugal. Donc ce système de la carrière où l'agent a vocation à faire carrière dans l'ensemble d'un corps pendant l'ensemble de sa vie professionnelle active comme fonctionnaire est un système qui s'oppose au système de l'emploi, qui est celui des États-Unis, du Canada anglophone, puisque je rappelle que le Canada francophone, le Québec, a choisi le système de la carrière, aussi l'Italie depuis 1986 de la Suisse. Et ce système de la carrière, par opposition au système d'emploi, a souvent été vu comme un facteur d'attractivité de la fonction publique, permettant justement de recruter les meilleurs éléments sur une base qui est aussi celle du concours. Alors cette notion de carrière ainsi précisée nécessite un certain nombre d'explications. Dans le système de la carrière, le fonctionnaire est recruté de manière permanente, l'administration a vocation à faire carrière pendant plusieurs décennies, voire durant l'ensemble de sa vie professionnelle. Il est intégré dans un corps où il exercera divers métiers. Être fonctionnaire ne s'assimile donc pas à exercer une profession. C'est-à-dire que le recrutement par concours peut conduire à exercer un ensemble de professions. Ce recrutement s'opère par une décision unilatérale de l'administration. Le fonctionnaire va être placé dans une situation de droit public, avec une situation autonome par rapport au droit commun du marché du travail, du droit commun du travail. Ce ne sont pas les prud'hommes qui s'appliquent, c'est le tribunal administratif, dans une situation de droit public légal et réglementaire. Les conventions collectives n'occupent qu'une place mineure, même si, comme je viens de vous l'expliquer, elles tendent à prendre une place sensiblement plus importante. Il est titulaire de son grade, le fonctionnaire est au service de l'intérêt général et est tenu aux plus grandes exigences de neutralité, notamment politique. Dans le système de l'emploi, les exigences de rentabilité sont beaucoup plus fortes. Le fonctionnaire est recruté pour exercer un emploi précis pour lequel il est nommé directement ou après concours et suivant une durée en principe déterminée qui correspond à la durée de son contrat. C'est un contrat de droit public ou de droit privé qu'obéit un régime proche du droit commun du travail. Les chances de neutralité moindres, voire n'existent pas dans le cas du système des dépouilles, le système du spoil system tel qu'aux États-Unis, c'est un changement de majorité, démocrate ou républicain, où l'ensemble des agents publics peuvent être remplacés par d'autres agents perçus comme plus loyaux envers l'administration. Bref, c'est la loyauté du fonctionnaire qui va primer sur ses compétences, puisqu'il n'a pas le recrutement par concours. Ce dispositif, d'ailleurs, aux États-Unis, était initié en 1801 pour les plus hauts emplois publics avant d'être généralisé. Une différence majeure entre les deux systèmes de la carrière et de l'emploi est régime dans le licenciement. Un fonctionnaire dont l'emploi est supprimé reste fonctionnaire car titulaire de ce grade dans le système de la carrière, alors qu'en revanche, le système de l'emploi, il est licencié puisque l'emploi auquel il répondait et qui correspondait à ses compétences a disparu. Dès lors qu'on envisage le système de la carrière, on retrouve une notion qui est extrêmement proche, qui est associée, qui est celle de faire carrière. Alors faire carrière, ce sont les courses de chars dans l'Antiquité. Le fonctionnaire faire carrière au sein de son corps, où il a progressé à l'ancienneté ou au mérite. En fait, c'est les commissions administratives paritaires qui vont moduler les deux éléments, avec toutefois des règles importantes, les lignes directrices de gestion en décidant de la masse salariale, c'est-à-dire du volume d'agents qui finalement pourront être promus au regard d'un certain nombre de critères, notamment de critères financiers qui se déclineront dans le choix d'avancement de carrière, est une remise en cause de cette carrière basée sur la commission administrative paritaire. Dans le système de la carrière, le déroulement est plus linéaire, le principe d'égalité fait une large place à la hiérarchie et à l'ancienneté, et il s'applique plus largement pour le système de l'emploi. Ça vise notamment à protéger le fonctionnaire de l'arbitraire de l'administration où les avancements pourraient se déterminer sur d'autres critères qui ne seraient pas des critères uniquement liés aux qualités professionnelles. Cette égalité au sein d'un corps ou d'un cadre d'emploi pour la fonction publique territoriale s'applique pour les conditions d'avancement, l'évaluation, les positions statutaires, les droits et obligations, notamment le régime indemnitaire ou encore le refus de discrimination. C'est-à-dire qu'on voit que très clairement, elle va irriguer l'ensemble des droits et obligations des fonctionnaires, mais puisque là on s'adresse aux droits en termes d'attractivité de l'agent public. Associé à l'idée de corps, la carrière consiste à faire carrière dans un corps. Contrepartie ces obligations, le fonctionnaire dispose de droits et libertés. Ce genre de droit est ici entendu strictement. Ce sera le droit à la rémunération et les droits sociaux, mais en sens large, elle peut inclure le droit à la formation, le droit au travail, le droit à congé, le droit à faire carrière au sein d'un corps ou d'un cadre d'emploi. Et on verra, telle qu'elle a été appréhendée dans le sujet qui était proposé, c'est effectivement cette définition large, c'est-à-dire la possibilité d'un certain nombre de droits qui va être reprise. Alors, le droit à congé n'est pas envisagé en tant que tel. Le droit à rémunération concerne aussi la rémunération accessoire, mais nous y allons nous y atteler sans plus attendre. Quand je parle de rémunération, il faut bien voir que vous ne vous limiterez pas aux rémunérations de base. Il y a un certain nombre
de primes qui sont liées par exemple à la résidence, d'autres qui vont être des primes accessoires en fonction du mérite, et on a aussi un certain nombre accessoire de la rémunération qui peut être la possibilité de disposer d'un logement ou encore des primes qui vont être liées à des situations, je pense par exemple aux fonctionnaires ultramarins, avec la possibilité d'avoir un régime de pouvoir retourner dans la collectivité ultramarine dans laquelle vous êtes originaire plus facilement. Le traitement va être déterminé en fonction du grille indiciaire, et ça c'était un point qui doit être repris tel qu'on l'attendait. On a véritablement un des points centraux, c'est-à-dire de l'indice. La grille indiciaire prend en compte le grade et l'échelon, elle va être exprimée en chiffres, l'échelle chiffres, et en lettres, l'échelle lettres. Pour les plus fortes rémunérations, les fonctions les plus fortement rémunérées, on a une échelle lettres, qui en gros est au-delà d'un indice 1000. La rémunération du fonctionnaire se compose d'un traitement indiciaire, faisant référence à un indice brut et à un indice net. Ici, je suis revenu sur les différences d'indices bruts, c'est-à-dire qu'à chaque indice brut consiste un indice majoré. Par décret, les indices bruts c'est 100 à 1027, l'indice majoré c'est 203 à 830. L'indice brut c'est un indice de carrière, il va déterminer l'échelon auquel est classé le fonctionnaire dans son grade à la nomination lors de l'assimilation suite à un concours. Donc on renvoie l'idée d'entrée dans la fonction publique. Mais ces éléments ne déterminent pas seulement le grade de départ, qui peut dire modifié selon qu'il y a une formation initiale qui se fait au sein d'une école de formation, ou du grade ensuite en termes de carrière. Puis en cas d'avancement de grade ou de promotion interne. L'indice majoré, lui, va servir au calcul du traitement indiciaire. Le traitement brut mensuel correspond à la valeur du point d'indice, l'indice majoré, multiplié par le nombre de points. Alors pourquoi j'ai insisté sur ce point? Dès lors que vous avez, sur une dissertation comme sur une durée longue, que vous reprenez un certain nombre d'éléments, savoir la rémunération, je n'ai pas donné tous les éléments accessoires, mais savoir comment les calculer, la différence d'indice, peut avoir une justification. Ce qu'il faudra surtout éviter, et ça c'est pas propre au sujet droit de la fonction publique, mais à celui qui était proposé, éviter toutefois les trop longs, j'ai envie de dire, les trop longs tunnels de connaissances. Vous devez aborder les rémunérations sur l'idée d'un droit à rémunération, et surtout d'un droit qui va évoluer en fonction de la carrière, en fonction d'une grille, en fonction d'un indice. Ça va être les sauts de classe et les changements de grade, qui avaient évidemment également vocation à être mentionnés dans le cadre de ce sujet. La mobilité. Alors la mobilité, il faut déjà la distinguer de la mutation. La mutation, ça va être un changement d'emploi, une mutation fonctionnelle, une mutation géographique, qui est un changement de lieu de résidence. C'est à la demande de l'intéressé ou dans le cadre du service. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2019, soit le 1er janvier 2020, concernant ces dispositions de la loi de transformation de la fonction publique. L'avis de la commission administrative paritaire a été requis si mutation entraînait un changement de résidence, une modification de la situation du fonctionnaire concerné. À noter que depuis 2021, le rapprochement géographique entre époux et conjoints fonctionne à condition d'être marié, mais elle peut les refuser dans l'intérêt du service. La mutation, c'est l'une des formes de mobilité. En effet, la mobilité peut prendre la forme d'un détachement, d'une disponibilité, d'une mise à disposition, d'intégration directe dans un autre corps au cadre d'emploi. Là, les différentes positions de fonctionnaires en activité, mise à disposition, disponibilité, qui sont comprises comme les règles de mobilité, nécessitent une mention. Là encore, des développements qui ne seront pas le cœur du sujet, mais qui pouvaient utilement être rappelés. On note aussi que c'est donc une mobilité qui peut s'exercer entre les différentes fonctions publiques et qui peut s'exercer au sein d'un corps d'un des mêmes versants de la fonction publique d'État, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière. Corps ou cadre d'emploi, bien sûr, si on prend en compte la fonction publique territoriale. On notera qu'un des changements introduits par la ligne directrice de gestion va déterminer le changement de grade. Là encore, vous voyez, la mobilité fonctionnelle pouvait être abordée, elle a évidemment une traduction en termes de rémunération, mais elle pouvait être également abordée sous un angle qui est davantage un angle fonctionnel de type mobilité. Alors pourquoi ce point est important? Parce que pour ceux qui ont fait du droit du travail, et d'ailleurs ils pouvaient tout à fait mobiliser leurs connaissances dans le cadre de ce sujet, même si on n'attend pas en droit de la fonction publique que vous connaissiez du droit du travail, la mobilité dans le secteur privé s'entend évidemment très différemment. La mobilité dans le secteur privé va surtout être comprise comme une mobilité fonctionnelle avec un grade qui va ensuite être exercé et qui va surtout changer. Dans le cas du fonctionnaire, il peut exercer différentes fonctions, différents emplois qui ne correspondent pas forcément à un changement d'affectation ou de fonction. Donc, la notion de mobilité dans la fonction publique avait vocation à être ici développée, de la même manière que la rémunération, et vous pouviez, pour ceux qui le connaissaient, évoquer les différences avec le secteur privé. La formation, on distinguera la formation initiale et la formation continue. La formation initiale qui n'est pas celle de l'agent avant de passer le concours, même si bien sûr il y a des obligations de concours, mais surtout une formation initiale dans le cadre d'une école de formation.
Pour le cas de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation, comme dire conseiller pénitentiaire, dès lors qu'il y a effectivement une école initiale, vous pouviez tout à fait l'envisager. Là aussi, c'est une différence par rapport au secteur privé où cette formation initiale peut être dispensée, mais ne le fait pas forcément dans le cadre d'un établissement, c'est même plutôt l'exception, même si un certain nombre de grands établissements l'ont fait. Et cette formation initiale est complétée par une formation continue, c'est l'obligation de l'employeur d'adapter au poste de travail. Et là, par contre, typiquement, sur la formation continue, qui était le cœur du sujet, on voit clairement une certaine convergence entre le droit de la fonction publique et le droit du travail. L'article 22 de la loi du 13 juillet 83, donc 1983, donc les différentes lois qui ont fondé le règlement général des fonctionnaires, sur le statut Anicet-Le-Pors, mise à la fonction publique, et qui donc aujourd'hui sont reprises dans le code de la fonction publique. L'article 22 de la loi du 13 juillet 83 a reconnu un droit à la formation professionnelle, qui a lieu dans le cadre d'un droit individuel à la formation, en accord avec l'employeur, lequel prend en charge les frais de formation. C'est extrêmement important, la formation n'est pas à la charge de l'agent. Le DIF, le droit individuel à la formation, était remplacé par le compte personnel d'activité qui comprend un compte personnel de formation, CPF, et un compte d'engagement citoyen, CEC, ouvert aux fonctionnaires et aux agents contractuels de droit public. J'insiste sur cette différenciation, c'est-à-dire que l'entrée comme fonctionnaire, qui était un des caractères déterminants de la distinction de l'agent public et du secteur privé, s'atténue. Le droit à la formation en est un des exemples. Le congé personnel de formation permet d'acquérir des droits de formation dans la limite de 150 heures, sans condition d'ancienneté. Les droits acquis pouvaient être convertis en heures ou en euros. Le CPF est conservé tout au long de la vie active, notamment en cas de changement d'entreprise ou de chômage. L'idée d'une portabilité des droits, là aussi, est un autre exemple qu'on pourra reprendre sur exercice d'une certaine convergence. On notera toutefois que cette formation, à différence de la mobilité qui est plus limitée, puisqu'elle est dans le cadre de la fonction publique, puisqu'elle nécessite de changer, la formation, il n'y a pas cette même restriction à la mobilité sur l'exercice des droits. Enfin, en application de la loi du 6 août 2019, à compter du 1er janvier 2021, l'employeur a l'obligation d'informer sur l'ouverture et l'utilisation des droits liés au CFA lors de l'entretien annuel d'évaluation. Donc on voit aussi une spécificité qui, finalement, dans le secteur public, se rapproche fortement du secteur privé. Le droit syndical, la liberté syndicale est garantie par le préambule de la Constitution de 1946, sauf pour certaines catégories d'agents comme les militaires ou les préfets. Elle est aussi garantie par l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que vous pouvez citer, et en fait le Code général de la fonction publique dans son article L113.1 qui dit le droit syndical est garanti aux agents publics qui peuvent librement créer des organisations syndicales et adhérer, exercer des mandats. Alors, ce point est important déjà parce qu'on verra, puisqu'on parlait d'attractivité, c'est l'angle qui a été retenu, celui qu'on demande de traiter, on voit qu'il y a un certain nombre de différenciations. Certaines catégories d'agents n'ont pas un droit syndical. On va le voir aussi qu'elle est limitée par des conditions de préavis. C'est un point important. Si on peut avoir le sentiment qu'il y a une attractivité, les conditions de déroulement de carrière ne sont pas forcément dans le sens favorable au droit à la fonction publique. Il peut y avoir une approche qui est beaucoup plus complexe et qui montre que finalement, ce n'est pas forcément un sens unique. Jusqu'en 2011, date d'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 2010, les organisations syndicales devaient remplir des conditions de représentativité pour se présenter aux élections professionnelles. Désormais, les seuls critères à respecter sont une condition d'au moins 2 ans, le respect des valeurs républicaines et des indépendances. Pour ceux qui connaissent aussi le droit du travail, on voit qu'il y a un certain nombre de critères. Les critères sont interprétés de manière différente, mais on retrouve le même principe d'élection professionnelle, et je le disais avant, plutôt de principe de dialogue social pour mettre en œuvre une négociation collective. Pour l'exercice du droit syndical, les organisations syndicales ont droit dans certaines conditions à tenir des réunions dans les locaux, à disposer d'un local aménagé, d'un bâtiment administratif, et si ce n'est pas possible, de proximité réelle à proximité immédiate, ou de location de local, avec la possibilité de se faire rembourser ses frais de location. Ils peuvent aussi d'ailleurs bénéficier d'une subvention représentative des frais de location d'équipements locaux. On conseille, quand c'est la mise à disposition locale, un protocole qui précise les conditions de mise à disposition, par exemple les coûts liés aux fluides, le nettoyage des locaux. Là aussi, on retrouve des éléments très proches du droit privé. Le droit aussi de disposer de panneaux d'affichage. À noter les autorisations spéciales d'absence pour participer aux réunions institutionnelles, ainsi que le droit de décharger de tout ou partie des fonctions pour exercer un mandat syndical. De ce point de vue-là, notons que si le dossier du fonctionnaire peut mentionner un mandat syndical, celui serait conduire à former des appréciations sur la manière de servir. Là aussi, une discrimination qui serait fondée sur l'exercice d'un mandat syndical serait sanctionnée. Ce droit syndical, je n'ai pas été jusqu'au bout, mais vous pouvez aussi développer sur les conditions de préavis, sur les conditions sur le service public essentiel, la possibilité d'une réquisition, mais là, ce n'est pas tant le droit syndical que le droit de grève. Alors, c'est un peu la difficulté du sujet, c'était qu'il a exclu systématiquement un certain nombre de mentions.
Je vous propose, là on verra dans le corrigé, de ne pas les prendre. Évidemment, c'est une limitation, puisque le droit de grève est nécessairement plus limité dans la fonction publique que le droit syndical, en tout cas tel que je vous le présente. C'était effectivement une des possibilités d'approche, d'angle qui pouvait être retenue pour voir ces différents éléments. Le conseil que je vous donne, vous restez au sujet tel qu'il est proposé, parce que sinon c'est sans fin. Vous auriez pu aussi, on parlait sur le système de la carrière, je vous rappelle, je reprends dans l'angle tel qu'il est fait, le droit à congé, par exemple, le fait qu'il y ait un certain nombre de congés bonifiés. Mais là aussi, comme c'est lié au système du corps, les corps peuvent proposer des règles extrêmement différentes. Donc le droit à la formation, qui n'est pas le sujet le plus important, on notera toutefois qu'il a été mis en avant. Ça, c'est aussi une des vocations de ce concours tel qu'on le voit, du concours de DPIP, c'est qu'on a une tendance à avoir des sujets de plus en plus précis, de plus en plus pointus. N'oubliez pas que si c'est une dissertation qui vise à mettre en avant vos connaissances, c'est déjà une épreuve, j'ai envie de dire, de vérification de vos connaissances techniques dans une matière. En tant que futur directeur ou directrice pénitentiaire d'insertion et de probation, vous exercerez des compétences, ça peut être dans le domaine financier pour ceux qui prennent l'option finance publique, ou dans la gestion pour ceux qui prennent droit à la fonction publique. On notera aussi que des droits à congés spécifiques, les congés maternité, les congés paternité, le congé de proche aidant, qui ont été à nouveau repris dans le droit de la fonction publique, ne sont pas directement évoqués, mais ils peuvent l'être par l'angle, je le disais déjà, de travailisation, c'est-à-dire de rapproche de droit du travail sur le droit de la fonction publique. Alors, sur la base de ces éléments, comment pouvait-on traiter le sujet dans un plan que je me suis efforcé de faire aussi synthétique que possible? Je vous disais en introduction la question de l'attractivité. L'attractivité des métiers de la fonction publique est l'un des chantiers du ministère en charge de la fonction publique. Oui, car le ministère a changé de nom. Maintenant, c'est plutôt le ministère de la transformation et de la fonction publique. C'est l'un des éléments, pour ceux qui suivent l'ISP sur nos lettres, on a écrit un article, c'est moi-même qui ai écrit cet article, donc il y a à peu près un an, à l'automne 2023, enfin même moins d'un an d'ailleurs, enfin, sur l'an dernier, et vous avez un certain nombre d'éléments, dans quelle mesure la fonction publique est-elle attractive. Alors, le système de carrière propre à la fonction publique française est vu comme un élément déterminant d'attractivité du système français de fonction publique. N'y a-t-il pas un paradoxe, finalement, de se poser la question d'avoir moins de candidats au concours, d'avoir un certain nombre de concours où tous les postes ne sont pas pourvus, car il n'y a aucune obligation de pourvoir les postes du concours, notamment sur les listes complémentaires, mais il n'y a pas de différence de ce point de vue-là entre les listes principales. Alors, comment expliquer que ce système qui a été fait pour recruter les meilleurs talents, les plus talentueux, finalement aboutissent à un problème d'attractivité? Alors bien sûr, tout dépend d'éléments de comparaison. Est-ce que c'est une perte d'attractivité? Est-ce que c'est une absence d'attractivité de manière continue? Je suis d'accord qu'on peut évidemment l'envisager différemment. En tout cas, ce que je vous propose ici, compte tenu de ces éléments d'accroche, de relever l'idée d'un paradoxe. C'est un plan qu'on retrouve très facilement. L'idée du paradoxe, apparemment, c'est ceci. Or, l'apparence, c'est donc le système français de la carrière qui est extrêmement attractif. Or, ça ne se passe pas comme ça. Que peut-on en dire? La problématique, c'est que les conditions de travail, que là, on reprend l'idée de l'intitulé du sujet, carrière, rémunération, mobilité et formation au droit syndical, favorise-t-elle l'entrée dans la fonction publique? Et là, ce que j'ai mis en exergue, en italique, ce élément nouveau. C'est-à-dire que je reprends l'intitulé du sujet, mais je le modifie. Soit vous pouvez le modifier par le jeu des synonymes ou en développant, soit en rajoutant un certain nombre de mots. Les conditions de travail propres au système français de la carrière. Pourquoi l'introduire? Parce que vous le verrez dans la problématique, dans l'annonce du plan, ce sera un des éléments centraux de la manière dont la copie sera organisée. Et j'ajoute le choix d'entrer dans la fonction publique. C'est-à-dire qu'on renvoie bien à l'idée que ce ne sont pas uniquement les conditions de carrière au début de carrière, à l'entrée en fonction publique, mais bien celles qui vont être proposées sur l'ensemble de l'emploi. Je n'aime pas cette idée de contrat de fonction publique, déjà parce qu'elle est ancienne, là au XIXe siècle, et l'idée d'un contrat avec une négociation qui finalement serait intangible ne correspond évidemment pas aux situations de la fonction publique, ne serait-ce que par exemple la revalorisation du point d'indice sont des éléments qui peuvent changer en cours de carrière, ou encore les retraites, dont la récente réforme en a apporté une illustration. Et j'ajoute, pour compléter, alors que le statut de fonctionnaire n'est plus exclusif de l'exercice d'emploi public, dire, et ça ce sera un des autres éléments, qu'un certain nombre d'emplois contractuels qui ont toujours existé, mais représentent aujourd'hui un mode d'accès à la fonction publique qui est un mode certes minoritaire, mais qui n'est absolument pas exclu par les textes, puisque même un certain nombre de dispositions permettront d'offrir les mêmes garanties aux contractuels et aux agents titulaires en tant que fonctionnaires. Alors, l'annonce du plan, c'est un plan de type oui-non.
Je suis d'accord, c'est pas très original, mais ici se présentait assez bien, et surtout un plan de type oui-non allait permettre de développer les différents points spécifiques. On attend que vous développez la carrière, on attend que vous développez la rémunération, la mobilité. Vous pouviez, à mon sens, le faire en reprenant un plan de ce type. Donc grand 1, oui. Enfin, j'écris pas oui, hein, ça c'est pour que vous compreniez. Le système français de la carrière définit des modalités spécifiques d'accès à la fonction publique entourées de garanties attractives. Donc, un système de la carrière, une attractivité. La possibilité de faire carrière au sein d'un corps, c'est là que je reprends ce que je vous ai déjà dit plus haut. Le système français de la carrière, l'idée que c'est au sein du corps qu'il y aura une évolution, l'idée que c'est propre à la France et un certain nombre d'autres pays, par opposition au système de l'emploi, au spoil système des dépouilles, avec cet exemple du licenciement. Alors je n'évoque pas bien sûr le cas du fonctionnaire qui perdrait son emploi suite à une démission ou suite à une procédure disciplinaire, mais qui reste une procédure exceptionnelle, même si elle se développe. Donc ça, c'est la première sous-partie du grand 1. Grand 1B, des garanties se déclinant dans l'exercice de droit lié au statut. Donc vous avez vu que dans les 5 points, la carrière, j'en ai fait des éléments du grand 1A, parce que c'est un élément central, et j'en parle notamment pour l'évolution de fonction, avec la distinction du grade et de l'emploi. Et là, cette fois-ci, on prend les éléments rémunération, mobilité, formation et droit syndical, qui n'ont pas forcément été développés de la même longueur. La formation, vous avez vu, c'est un élément qui est plus bref, mais à mon avis, sur une copie de ce type, on peut espérer 8 à 9 pages, hein, c'est quand même un sujet relativement long, en tout cas 6 à 10. N'hésitez pas, donc chaque sous-partie fait une grosse page. Cette partie-là, on peut faire quelque chose qui est un peu plus long. Ce système des rémunérations, on n'attend pas que ça soit 7 lignes par point, on peut avoir quelque chose d'un peu plus long. Alors, la transition, c'est donc un cadre général, qui est le cadre de statut, de fonctionnaire, qui est toutefois battu en brèche par le développement de formes d'emploi atypiques. C'est ouvertement, et que je prends le mot atypique, puisque vous savez que le contrat d'inférence en droit privé, c'est le CDI à temps complet. Et là, ce sont des contrats, certes en CDI, mais qui peuvent être des contrats contractuels, donc qui ne sont pas forcément à durée déterminée, même si on peut avoir des CDI dans la fonction publique. Et également, donc, sur cette notion que le statut de fonctionnaire ayant vocation à exercer pendant plusieurs dizaines d'années, voire pendant l'ensemble de sa carrière, est remis en cause par certaines évolutions. Et c'est là que nous verrons que les conditions de travail sont toutefois de moins en moins spécifiques à la fonction publique, ce qui en relativise les avantages. La tendance à la travaillisation du droit de la fonction publique. C'est ce que je vous disais par le rapprochement avec les règles du secteur privé, notamment pour les contractuels, mais aussi droits spécifiques, lutte contre les discriminations, le droit à la déconnexion. Autant d'éléments qui sont inspirés du secteur privé, mais qui trouvent à se décliner dans le secteur public. Et bien sûr, c'était le cas pour les contractuels, mais c'est le cas aussi pour les règles générales. Or, ces règles générales sont de plus en plus définies par le recours au dialogue social et une négociation collective, une des premières prises en base sur la loi du Sceau 2019 étant le télétravail. Enfin, outre cet élément de tendance de fond, des contraintes statutaires, je le citais dans la mobilité, un agent public, certes, peut être amené, par exemple, à reprendre une entreprise, vous auriez pu le citer, mais globalement, la mobilité s'exerce dans l'un des versants de la fonction publique, c'est une différence par rapport au secteur privé. Le droit syndical est un autre exemple, vous pouvez éventuellement développer jusqu'au droit de grève, mais c'est intéressant, c'est-à-dire ne considérez pas que les rémunérations doivent être nécessairement plus favorables. Un autre élément, si vous le connaissiez, était de savoir, à condition d'ancienneté égale, a-t-on des rémunérations plus élevées dans le public ou dans le privé. Certes, les rémunérations du secteur public sont en moyenne plus élevées, l'échelle des plus hauts salaires elle est toutefois moins, surtout si l'on introduit le critère des indépendants, où l'échelle de salaire peut être plus élevée, et surtout l'élément de rémunération, si on tient compte de l'élément de la formation et du niveau de diplôme, la fonction publique est sensiblement moins rémunérée. Après, il y a d'autres critères, notamment le temps partiel, et là, bien sûr, je fais des éléments de comparaison, j'ai envie de dire, à éléments toutes choses égales par ailleurs, c'est un emploi à temps plein. En conclusion, je dirais que la fonction publique française garde des spécificités fortes. C'est un facteur d'attractivité, mais également de rigidité. Rigidité au sens qu'un certain nombre d'évolutions sont plus difficiles, je parle de mobilité, de droit syndical, voire même sur un certain nombre d'obligations, comme l'obligation de loyauté. L'ouverture que je vous propose, c'est ligne directrice de gestion sur de nouvelles règles d'avancement, qui ont une incidence sur la masse salariale et l'évolution des carrières. Bref, c'est-à-dire d'avoir une approche dynamique, de montrer que par rapport à un modèle qui a évolué, notamment avec la loi de transformation de la fonction publique, un certain nombre de critères se trouvent aujourd'hui remis en cause et battus en brèche. C'est un élément qu'on pouvait parler dans le système de la carrière. Je vous propose ici d'aller un peu plus loin,
de montrer que la commission administrative paritaire, qui était une négociation presque à égalité, devrait-on dire, est remise en cause par un certain nombre d'évolutions, et qu'aujourd'hui, en introduisant des notions de masse salariale, c'est-à-dire des critères du privé, c'est-à-dire au regard de l'évolution de la masse salariale et des crédits, on a typiquement une dimension de type loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, pour ceux qui avaient d'ailleurs fait l'option gestion des ressources humaines, une ouverture, on commence par de sociologie, et une ouverture sur des questions de GRH, à mon avis, étaient des éléments qui pouvaient tout à fait être retenus et tout à fait pertinents. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette épreuve. Un sujet qui était très large, puisqu'en fait, il brasse beaucoup d'éléments. La principale difficulté, c'était comment arriver à avoir des éléments qui ne se contentent pas d'énumérer, la rémunération de la carrière, essayer de le présenter de façon problématisée. C'est une tendance qu'on voit très largement sur les épreuves de droit de la fonction publique telles qu'elles existent au concours de DPIP, mais aussi des directeurs de services de greffe judiciaire, c'est-à-dire essayer de vous amener à aborder le sujet pas seulement sur les connaissances techniques, mais sur une dimension qui est plus large. Le support de cours, en espérant que bien sûr vous inscrire à l'ISP, vous permet d'avoir ces éléments. En tout cas, il faut bien voir cette combinaison, à la fois sur des éléments qui sont extrêmement précis, mais dans le cadre qui est beaucoup plus problématique, avec un plan certes oui non, mais qui reprend, alors on retrouve toujours les mêmes choses, la tradition du droit de la fonction publique, l'importance des contractuels, ces sujets que vous verrez dans les sujets proposés qui reviennent, étaient à mon avis une approche qui permet de se faire et sur lesquels le support, en tout cas nous à la prépa ISP, le support sur lequel nous mettons l'accent sur ce point dans le support de cours. Voilà ce que je pouvais vous dire en vous souhaitant bon courage, bonne continuation. À très bientôt, je l'espère. Au revoir.